Bonjour. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons utiliser tout ce que nous avons vu jusqu'à présent pour réaliser l'étude des atomes et ions hydrogénoïdes. Donc, comme vous l'avez vu l'an dernier, les atomes et ions hydrogénoïdes ne sont constitués que d'un noyau et un seul électron. Le système que nous allons étudier se présente donc de la manière suivante. Un noyau de charge Ze et de masse Mn et un électron de charge -e et de masse Me. Ces deux particules étant séparées par une distance r ici. Dans ce système, il y a trois énergies à prendre en compte. L'énergie cinétique de l'électron, l'énergie cinétique du noyau et le potentiel d'interaction entre le noyau et l'électron. Si on regarde la forme ici à gauche des expressions classiques des énergies, donc on sait exprimer l'énergie cinétique de l'électron, on sait exprimer l'énergie cinétique du noyau et l'on sait exprimer l'énergie d'interaction entre les deux particules. En utilisant le principe de correspondance, on peut trouver ici à droite les opérateurs correspondant à chacune de ces énergies. L'opérateur énergie cinétique de l'électron, on connaît déjà sa forme. L'opérateur énergie cinétique du noyau, nous connaissons également sa forme. Et enfin, l'opérateur d'interaction électrostatique entre les deux particules est obtenu en prenant la forme classique de cette expression et en remplaçant la distance r par l'opérateur r. Par conséquent, l'hamiltonien de notre système s'écrit opérateur énergie cinétique de l'électron plus opérateur énergie cinétique du noyau plus énergie d'interaction électron-noyau. Et ceci se développe sous la forme suivante. Le problème ici, puisqu'il y a déjà un problème, c'est que dans ce terme, dans le terme d'interaction entre les deux particules, le R, qui représente la distance noyau-électron, l'opérateur distance électron-noyau, dépend des 6 coordonnées. Donc dépend de 6 coordonnées, 3 coordonnées du noyau et 3 coordonnées de l'électron. Et il est mathématiquement impossible de séparer proprement ces variables. On ne peut pas écrire 1 sur R comme quelque chose qui ne dépend que des coordonnées de l'électron plus quelque chose qui ne dépend que des coordonnées du noyau. Par conséquent, on ne peut déjà à ce stade pas avoir une résolution exacte de ce problème. Donc deux solutions ici pour résoudre cette première difficulté. La première, c'est utiliser la même technique que vous avez utilisée en première année pour étudier le problème à deux corps. C'est-à-dire que le mouvement, alors le terme ici mouvement n'est pas vraiment adapté, d'accord? Puisque nous sommes en mécanique classique et les particules n'ont pas réellement un mouvement. Mais on peut s'imaginer travailler dans le repère du noyau, qui sera une particule en translation, et regarder le comportement relatif de l'électron par rapport au noyau. Dans ce cas-là, pour faire cette démarche, je considère que le noyau est une particule purement classique. D'accord? Donc le noyau, si c'est une particule classique, elle a un mouvement. Donc je peux lui attribuer un référentiel. Pour réaliser ce type de choses en première année, ce que vous avez fait, c'est introduire une particule fictive avec une certaine masse réduite. Donc cette particule, vous l'aviez notée mu. Et donc, si on travaille sur la particule fictive de masse réduite mu, l'hamiltonien devient l'hamiltonien suivant. C'est l'énergie cinétique de mu, de la particule fictive, plus l'interaction électron-noyau qui, elle, n'a pas changé. Et donc, le noyau étant fixe dans le référentiel dans lequel on travaille, la distance électron-noyau ne dépend maintenant que des coordonnées de la particule fictive. Donc ce qu'il faut voir ici, c'est que si on prend ici à droite l'expression de mu, donc de la masse réduite de la particule fictive, c'est le produit des masses sur la somme des masses. Comme la masse de l'électron est beaucoup plus petite que la masse du noyau, ce Me ici peut être négligé devant Mn. Et si vous négligez Me, donc il est négligé ici, dans un deuxième temps, vous pouvez simplifier par la masse du noyau. Et par conséquent, vous voyez que
mu est à peu près égal à la masse de l'électron. Donc finalement, en faisant cette approximation, on voit que l'hamiltonien se résout à ce qu'on appelle un hamiltonien électronique dans lequel on ne considère que l'énergie cinétique du noyau, de l'électron, et le terme d'interaction potentiel électron-noyau dans lequel on considère que le noyau est fixe. La seconde approximation que l'on peut faire et qui revient exactement au même, c'est ce qu'on appelle l'approximation de Born-Oppenheimer, qui dans sa formule courante se formule comme suit. Du fait de leur large différence de masse, les électrons s'adaptent de manière instantanée et adiabatique à tout mouvement des noyaux. Et donc, en utilisant cette approximation, on considère le noyau fixe et on considère que les électrons s'adaptent de manière complètement instantanée et adiabatique à tout mouvement que pourrait avoir ce noyau. Et donc, on a à ne considérer qu'un hamiltonien électronique qui est identique à l'hamiltonien que nous avons vu précédemment, dans la slide précédente, à la seule différence que, ici, c'est bien la masse de l'électron à prendre en compte et pas mu. Mais comme les deux, mu, donc c'est-à-dire la masse de la particule réduite ou la masse de l'électron, sont quasiment identiques, en fait, ces deux approximations reviennent au même. Donc, dans les deux cas, on arrive à un hamiltonien purement électronique dans lequel les coordonnées de l'électron ne sont que des paramètres, c'est-à-dire que ce ne sont pas des variables du problème. Et donc voilà l'équation de Schrödinger que nous devons résoudre. Nous avons h qui s'applique à la fonction d'onde. Donc cette fonction, on est d'accord dans un problème à symétrie sphérique, puisque le potentiel est un potentiel central, donc à symétrie sphérique. Donc on va travailler dans le système de coordonnées sphériques R, θ et φ, et l'hamiltonien est celui que nous venons de déterminer. Donc les psi ici, ce sont encore une fois les fonctions propres, les états propres de notre système, et nous allons les appeler les orbitales atomiques. Donc orbital atomique n'est qu'un terme qui désigne les fonctions propres, les états propres, dans le cas des atomes hydrogénoïdes. Donc, nous pouvons maintenant écrire l'hamiltonien en coordonnées sphériques, puisque nous travaillons en coordonnées sphériques, et nous l'avions vu dans la vidéo précédente. Voici sa forme. Donc la partie angulaire, je l'ai écrit directement sous la forme de l'opérateur de Legendre, sans développer et sans faire apparaître donc les θ et les φ. J'injecte la forme de cet hamiltonien et voici l'équation de Schrödinger qu'il faut résoudre, h psi égale psi. Donc on voit tout de suite que maintenant que nous avons ici la coordonnée r qui est variable, mathématiquement le problème est beaucoup plus complexe qu'il ne l'était quand nous étudions la particule sur une sphère. Mais on va pouvoir rendre cette résolution relativement simple, en tout cas assez peu compliquée, en utilisant une astuce qui consiste à, avant tout, avant de commencer à résoudre, démontrer que H et l'opérateur de Legendre commutent. Donc nous allons le démontrer et voir après comment se servir de ça. Donc pour démontrer qu'ils commutent, j'écris H appliqué à Legendre appliqué sur la fonction d'onde. Donc voici H, notre hamiltonien, Legendre et la fonction d'onde. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux passer Legendre ici, le distribuer dans les crochets. Donc vous avez l'opérateur de Legendre qui apparaît ici, l'opérateur de Legendre qui apparaît ici. Donc ce qu'il faut voir, c'est que ce R ici, la variable R, pour Legendre, c'est une constante. Donc que vous divisiez la fonction par R et que vous lui appliquiez Legendre, ou que vous appliquiez Legendre à la fonction et que ensuite vous divisiez par R, c'est toujours la même chose. Le résultat sera identique. Et cet opérateur de Legendre, on peut à nouveau le distribuer ici, dans la parenthèse. Voici à quoi ça nous mène. Donc ici en bas, j'ai passé Legendre derrière le 1 sur R, et ici, j'ai distribué Legendre, donc j'obtiens Legendre au carré ici, et l'opérateur de Legendre ici. Donc, on voit bien ensuite que on peut repasser Legendre ici à gauche. Alors, ici c'est évident, puisqu'on avait un Legendre au carré, donc c'est évident. La seule chose qui n'est pas évidente, c'est le Legendre qui est ici, le passer ici à gauche. D'accord? Donc, cette chose-là, donc elle n'est pas visuellement évidente. En fait, elle découle d'un théorème qu'on appelle le théorème de Schwartz, qui, vu la forme des opérateurs, nous permet de faire cette manip.
une fois qu'on a passé donc, cet opérateur de Legendre ici à gauche, on peut le mettre en facteur avec cet opérateur et cet opérateur. Donc Legendre revient ici. Et finalement, ce que vous avez écrit, c'est l'opérateur H, l'hamiltonien, appliqué sur Legendre la fonction. C'est équivalent à appliquer Legendre, l'hamiltonien sur la fonction. C'est ce que j'écris ici. Et écrire cette égalité revient à dire que les deux opérateurs commutent. Donc nous avons bien l'opérateur hamiltonien dans le cas des atomes hydrogénoïdes qui commute avec l'opérateur de Legendre. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est quelque chose que nous avions, que je vous avais dit lors de notre premier cours, c'est que deux opérateurs qui commutent admettent le même ensemble de vecteurs propres. Et comme on connaît les vecteurs propres de Legendre, ça veut dire que nos fonctions d'onde ici, donc les psi, r, θ, phi, s'écrivent comme les YLM, qui sont les vecteurs propres de Legendre, fois une constante. Donc cette égalité est vraie pour toute constante. Alors pour toute constante, alors ce qui est important, c'est cette constante. Donc c'est une constante au sens de l'opérateur de Legendre. D'accord? Puisque les YLM sont les vecteurs propres de Legendre, cette égalité est vraie pour tout lambda qui est constant, donc qui est une constante, au terme de Legendre. Mais comme Legendre ne s'applique que sur θ et phi, ça veut dire que si lambda est une fonction de R, ce sera une constante pour l'opérateur de Legendre. Et donc finalement, dans ce lambda-là, c'est ici, dans ce lambda, que va intervenir la variable R. Et donc, on peut écrire que les psi r θ phi, donc les fonctions d'onde dans les atomes hydrogénoïdes, est égale à une fonction radiale fois une harmonique sphérique. C'est ce que vous avez vu en première année, mais ici, on peut démontrer maintenant pourquoi on a ce produit ici. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est réinjecter la forme de cette fonction d'onde, donc ce produit R fois Y, dans notre équation de Schrödinger. Donc voici comment cette équation s'écrivait. Et je vais maintenant remplacer psi par R fois Y. En remplaçant psi par R fois Y et en distribuant sur les différents opérateurs, voici ce que vous obtenez. Donc deux choses sont à voir ici. Donc trois choses plutôt. Ici, ce n'est qu'une multiplication. Ce sont trois termes qui se multiplient. Ici, ce n'est qu'une multiplication. Trois termes à nouveau qui se multiplient. Ici, vous avez la fonction R, qui dépend que de R. Et ici, le gendre qui ne s'applique que sur les fonctions de θ et phi. Donc R peut sortir ici. Et ce que vous avez ici, c'est le gendre appliqué aux harmoniques sphériques. De même ici, cet opérateur ne s'applique que sur les fonctions de R. Par conséquent, vous pouvez sortir ici les YLM qui sont une constante pour cet opérateur radial. Et voici ce que vous obtenez. Donc j'ai ici en bas sorti les Y. Et ici, le moins L, L plus 1, ce sont les valeurs propres de l'opérateur de Legendre que j'obtiens en appliquant l'opérateur de Legendre sur la fonction. Et qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez maintenant que tous les YLM, ici, ici, ici et ici, n'apparaissent que sous forme de multiplication. Il n'y a plus d'opérateur qui s'applique sur eux. Donc ils ne font que multiplier des fonctions. Et puisqu'ils ne font que multiplier d'autres fonctions, on peut simplifier maintenant par les YLM. Et en simplifiant par les YLM, voici l'équation qu'on obtient. On obtient une équation dans laquelle nous avons complètement fait disparaître tout ce qui était angulaire. Il n'y a plus de θ et de phi, il ne reste que du R. Et cette équation, c'est ce qu'on appelle la partie radiale de l'équation de Schrödinger. Et l'avantage, en tout cas un bon côté de cette équation, c'est qu'on peut la mettre sous la forme d'une équation de Laguerre que l'on sait résoudre mathématiquement. Donc il y a des solutions bien connues pour cette équation. Donc comme pour les harmoniques sphériques, je ne ferai pas la démonstration de la résolution de l'équation de Laguerre, ça n'a pas d'intérêt dans le cadre de cette UE, mais c'est une démonstration assez commune que vous pouvez trouver dans différents types de manuels.
Donc lors de la prochaine vidéo, nous étudierons un peu plus en détail la forme des fonctions R de R et des valeurs propres, c'est-à-dire des énergies qui leur sont associées.